Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du Phocéen.fr. Merci beaucoup de votre présence, merci de votre soutien. Romain Canuti écrivait le 13 octobre 2020 un superbe article sous le titre « Mamadou Niang, pourquoi Mamadou Niang est une légende vivante ». 171 buts en 459 matchs, 100 buts en 5 saisons à l'Olympique de Marseille. Il est le visage du titre de champion de France 2010. L'indéboulonnable qui rendait meilleurs les autres. Voilà ce qu'écrivait Romain à son sujet. Il est sans doute le joueur préféré de votre joueur préféré, celui du cœur, celui qui mouillait le maillot vraiment. Il est l'ambassadeur, l'un des meilleurs ambassadeurs de la devise du club, droit au but, mais également avec son franc-parler, et sa sincérité, son honnêteté. On va le voir ce soir, aujourd'hui. Il a écrit à lui seul l'une des plus belles pages de l'histoire de l'OM. Mamadou Niang, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à toi de m'avoir invité. Pour cette première émission du Salon des légendes. Et en face de toi, tu as Marjorie qui va te torturer un petit peu avec ses questions pendant 1 heure. Et évidemment, moi, je serai chargé de relayer les observations et les différentes questions de nos amis sur Twitch. Merci beaucoup en tous les cas, Mamad. Avec plaisir. Mamad, merci d'être là pour cette première. Donc, on connaît le Mamad d'aujourd'hui, le Mamad de l'OM, parce qu'on est à Marseille. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu du Mamad d'avant, en fait, ton parcours avant d'arriver à l'OM. Donc, tout démarre, tu as 1 an, tu arrives au Havre avec ta famille. Tu grandis dans la cité de Cocrioville. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce déjà ? C'est exactement ça, ouais. Voilà. As-tu des anecdotes, des souvenirs ? Qu'est-ce que tu retiens de cette période ? Écoute, on garde toujours des bons souvenirs du quartier dans lequel on a grandi. Moi, j'ai énormément de souvenirs de mon quartier de Cocrioville. C'est là-bas où j'ai passé ma plus tendre enfance avec mes amis, avec l'école, la primaire, le collège. C'est là-bas que j'ai appris à jouer au foot dans le quartier. Oui. Donc, dans les cités, c'est là que tu joues au foot après l'école. Cité, voilà, exactement. Donc, toujours de bons souvenirs de ma ville et de mon quartier. Et à quel âge tu as commencé en fait en club ? En club, tu jouais dans les quartiers, dans les cités. Voilà, en club, j'ai dû commencer en pipi. Je sais plus exactement c'est vers quel âge. Je pense que c'est vers 10 ans. Ouais. À 10 ans, c'était un ami à moi qui était un ami avec lequel j'étais très proche, qui m'a demandé de venir jouer avec lui dans un petit club de quartier qui s'appelait l'FC Réunion. Tenu par des Réunionnais à l'époque, c'était vraiment un tout petit club. Et on allait vraiment pour s'amuser, pour être ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Voilà, et c'est comme ça que tu as découvert ta passion pour le foot et que d'autres personnes t'ont découvert parce que tu intègres le centre de formation du Havre. Comme entraîneur, donc, nous avions Carlos Lopez. Et quel rôle a-t-il eu dans ta carrière ? Il a été important pour toi ? Je suis arrivé beaucoup plus jeune au Havre Athletic Club, ça s'appelle le HAC à l'époque. Et je suis arrivé en minime, c'était en moins de 13 on va dire. Et j'ai fait toutes mes classes, moins de 13, U15 nationaux, et je suis arrivé en U17 nationaux avec Carlos Lopez. Et il a joué un rôle déterminant pour moi parce que j'avais beaucoup de difficultés financières avec ma famille, donc c'était pas évident pour moi pour à chaque fois me rendre à l'entraînement. Et c'est Carlos qui a décidé de m'intégrer dans le centre de formation pour que je puisse suivre le cursus scolaire et de pouvoir m'entraîner en même temps, même si j'étais en sport-études les années avant. Là, de pouvoir j'étais plus accompagné parce que je dormais au centre de formation. Tout à fait. J'étais sur place. C'était comme si j'étais un joueur extérieur, alors que je venais de la même ville. Mes parents habitaient à 15-20 minutes du centre de formation, mais je ne pouvais pas les voir. Toute la semaine, j'étais au centre. Et Carlos a joué un rôle important parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours suivi, même après mon parcours au Havre. Et aujourd'hui, c'est une personne à laquelle je dois tout. C'est la famille. Il fait partie de ma vie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup encore. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. D'accord. Et donc, au début de ta carrière, tu as un petit passage à vide. Donc, tu décides de passer 1 année en DH pour retrouver un peu l'amour du football. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai quitté le Havre et j'étais un peu dégoûté, on va dire, entre guillemets, du football. Il a fallu vraiment que je coupe avec tout ça, que je retourne un peu chez mes parents, que je retourne un peu dans le quartier pour
pour me ressourcer. Et c'est là que Carlos, lui, avait quitté. Parce que le paradoxe, c'est que Carlos me fait venir au centre de formation, mais lui quitte le club pour aller signer à l'Estac à Troyes. Okay. Donc je l'ai pas eu en tant que j'ai pas eu une année entière en tant qu'entraîneur avec les 17 nationaux. J'étais plus avec Luc Bruder. Donc quand Carlos apprend un peu que j'avais laissé un peu tomber le foot, c'était un peu dans que le mal. j'avais mis de côté, c'est là qu'il m'appelle, qu'il appelle chez mes parents pour me demander un peu ce que je devenais, qu'est-ce que je faisais actuellement, et j'avais répondu que rien, que j'étais chez mes parents, j'avais un peu laissé tomber le foot, et c'est de là qu'il décide de me faire revenir. Il me propose en fait de venir le voir à Troyes. Je savais pas où c'était à l'époque. Donc je demande Maintenant, à un ami. Sais Maintenant je sais très bien parce que voilà, Troyes c'est une ville de cœur aussi. Maintenant c'est devenu une ville de cœur. Donc il y a un ami à moi, un grand du quartier qui s'appelle Fauzi, qui m'a emmené en train jusqu'à Troyes pour voir Carlos. Et on avait discuté, et je m'étais entraîné une après-midi, j'étais pas prêt, j'étais juste parti pour le voir. Mais il m'avait passé des équipements, des crampons pour que je m'entraîne. Et j'étais vraiment à la rue physiquement. Mais il m'a proposé un deal, c'est-à-dire de lui prouver que je voulais revenir en fait dans le circuit professionnel. Bien sûr. Donc le deal était que je travaille, que je lui montre que j'avais envie de réussir. Et en contrepartie... T'avais encore la grinta. Voilà, en contrepartie, il fallait que je signe dans un club à côté qui s'appelait Saint-André-les-Vergers, un club de DHR. Et que pendant une année, que je prouve mentalement que j'avais vraiment envie de revenir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai joué pendant un an et demi à Saint-André-les-Vergers et je me suis vraiment régalé là-bas. Ça t'a fait du bien, donc tu t'es recentré dans le foot. Ça m'a fait du bien parce que c'était vraiment du football, quoi. C'était un club familial. Je suis tombé sur de très bonnes personnes, vraiment adorables, qui ont tout fait pour m'aider, tout fait qui m'ont hébergé aussi, qui m'ont donné un travail. Et j'ai passé une année vraiment fantastique là-bas, même si c'était en DHR. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer au foot tous les dimanches, m'entraîner tous les soirs à 18h, 19h avec eux. Et voilà, c'est une année que j'oublierai jamais. C'est une année qui fait partie de ta vie et qui t'a propulsé dans d'autres choses. Exactement. Il faut avoir tous les passages. Voilà. C'est pour ça que Carlos a beaucoup compté dans ma vie, parce que après cette année-là, c'est là qu'il m'a fait revenir avec lui à Troyes, avec la réserve de Troyes. Ok. Et puis, le 28 juillet 2000, tu as ton premier match en première division contre l'OM. Est-ce que tu t'en souviens ? Je m'en souviens parce que c'est ma première année professionnelle. Et c'est ma première année avec les pros, avec Alain Perrin. J'avais fait toute la prépa avec les pros. J'étais encore un jeune joueur. Hein. J'avais fait les matchs amicaux avec eux. Et pendant la préparation, ça s'était très bien passé. Et je me rappelle très bien de ce match-là parce que l'OM, c'était quand même mon club de cœur. Pour un premier match en pro, jouer au Vélodrome en plein été, c'était un conte de fées. Et je devais jouer ce match-là titulaire. Et je devais jouer titulaire parce que j'ai fait une bonne préparation, mais on est arrivé 60 000 spectateurs. La classe. Tout ça, et juste avant le match, Perrin décide finalement de changer la composition d'équipe et de ne pas me faire débuter ce match parce qu'il avait peur que je subisse trop de pression pour mon premier match. Ah oui, parce que c'est incroyable. Et finalement, j'ai débuté sur le banc, mais il m'avait dit que j'allais rentrer pendant le match. Donc je m'attendais à rentrer. T'étais préparé psychologiquement. J'étais préparé, voilà. J'étais déçu dans un premier temps de pas commencer titulaire. De pas débuter le match, mais au final, j'étais content quand même de rentrer par la suite. C'est magnifique aussi de rentrer en plein milieu d'un match comme ça pour la première fois. T'es adulé, les gens sont curieux de te voir. Il y a beaucoup de pression, mais tu as su la gérer, je pense. Non, moi, j'avais pas de pression. Lui pensait que j'allais avoir la pression. Pour moi, c'était que du bonheur. De jouer au Vélodrome, en plus, il faisait bon. T'étais en folie, alors. Ouais, mais bon, après, voilà. Lui, il a fait plus du management, en fait, de plus... il voulait pas trop aussi, comme c'était mon premier match, trop me mettre de pression dessus, sur moi. Donc voilà, après c'était une bonne chose. Hein. Et puis vient ton premier but, donc face à Metz, en première division. T'en souviens-tu aussi hein?
Je m'en souviens pas. T'en as tellement mis Non, que... je m'en souviens. Mais c'est le premier en première division, Je celui-là. sais plus exactement. Je pense que je marque en plus du pied gauche. Je sais plus exactement, mais si mes souvenirs sont bons, j'avais marqué du pied gauche. Ouais, bon, t'avais marqué. Et Ouais, celui-là, nous, on s'en souvient. Donc, en 2003, après ce but, tu es prêté à Metz. Tu es prêté à Metz avec comme entraîneur Jean Fernandez. Et puis, tu joues aux côtés de Emmanuel Adebayor. Belle période. Belle période qui a très mal commencé. Qui avait Ah ouais. mal commencé parce que j'arrive blessé. Ah oui, donc c'est sûr, tu débutes mal, quoi. J'arrive blessé, mais Jean Fernandez insiste pour me prendre pour quand même me prendre avec lui à Metz, en me disant que j'allais continuer mes soins là-bas au FC Metz, voilà, au FC Metz. Donc je suis parti, j'ai accepté, je suis parti. Et au début, quand j'ai commencé à jouer, j'ai joué blessé. Donc à l'entraînement, c'était pas évident. Mes premiers matchs, il m'envoie avec la réserve. Oula. Et il était comment dire, il doutait un peu de mon investissement. C'est pour ça qu'il m'avait convoqué dans son bureau en me disant qu'il n'était pas content de l'investissement que je mettais à l'entraînement, de l'intensité. Il faut savoir qu'avec Jean Fernandez, chaque entraînement, c'était comme si c'était un match. Même, la Coupe du Monde. Voilà. Même les taureaux, c'était vraiment une intensité qui était très élevée. Donc, je n'étais pas habitué à ça. Donc, je lui avais dit que non. Je lui avais dit que non, j'étais investi, que j'étais concerné, que voilà, il fallait juste qu'il me laisse ma chance. Et puis, ça aurait été à moi de lui prouver que sur le terrain, qu'il a eu raison de me faire venir, qu'il a eu raison de me faire confiance. C'est ce qu'il a fait par la suite et ensuite voilà, il était très content je pense qu'il a été très content de ce que j'ai pu faire à Metz. Ah, bien sûr. Après Metz, Strasbourg. Et tu as une bonne entente avec un certain Pagis. Après Metz, Strasbourg, même si je pensais que j'allais rester à Metz, je voulais rester à Metz avec Jean Fernandez, mais ils s'étaient pas tombés d'accord avec Troyes. Donc j'avais d'autres propositions. Mais j'ai opté pour Strasbourg parce que c'est le club qui me proposait plus de temps de jeu. C'est le club où je savais que j'allais plus avoir de temps de jeu, que j'allais plus jouer, donc j'avais besoin de jouer. J'étais un jeune joueur, je voulais jouer. Je voulais pas signer dans un club et être sur le banc de touche et encore terrible. Faire mes preuves. Ça arrive à tellement de jeunes et ça doit être terrible. J'ai privilégié le choix du temps de jeu et je n'ai pas regretté par la suite parce qu'à Strasbourg, je me suis vraiment éclaté. C'est bien. Et enfin, en 2005, donc malgré que tu sois convoité par Lille et West Ham, tu décides de venir chez nous, donc dans la cité phocéenne, enfin à l'OM, avec comme entraîneur Jean Fernandez. Bon, il y a eu Lille, West Ham, il y a eu... il y en a eu tellement d'autres, j'imagine. Il y a eu PSG, il y a eu Monaco même. Mais voilà, mon choix, c'est vite fait avec l'OM, parce que j'ai rencontré déjà, comme je l'ai dit précédemment, c'était mon club de cœur. Et puis... Et j'avais vraiment eu une bonne discussion avec Pape Diouf. Pape Diouf. Et je savais que Jean Fernandez venait aussi au club. Voilà, tu le connaissais déjà. Il te connaissait déjà. Il avait confiance en toi. C'est lui qui a insisté pour que je signe à l'OM. Donc voilà, mon choix a été vite fait. Donc j'ai signé à l'OM en 2005. Ouais. Ton meilleur souvenir à l'OM? Parce que tu dois en avoir tellement. Mais quelle est la chose, la période? Peut-être un titre, peut-être un but? Non, il y en a eu tellement de bons souvenirs avec l'OM. Il y a eu... déjà ce match contre la Corogne où on inverse la tendance et on gagne la coupe Intertoto, c'est le premier grand souvenir. Après il y a eu plein de bons souvenirs, même si on n'a pas fait tout le temps des grandes saisons, mais on a toujours passé de bons moments avec l'Olympique de Marseille. Il y a eu plein de bons matchs. Il y a eu la qualification à Lyon avec Jean Fernandez, je sais plus, c'était en quart ou en demi de Coupe de France avec Franck Ribéry et tout ça. Il y a eu, grosse ambiance, j'imagine, dans les vestiaires. C'était à Gerland, ouais, c'était une grosse ambiance. Dernière minute voilà. Avec ton but. Non, ça c'était au Vélodrome. Ça c'était avec Albert Raymond. Ouais. Voilà, c'était énorme aussi. Il y a eu tellement eu. Il y a eu la victoire à Liverpool avec Guéret. Il y a eu cette lutte acharnée avec Bordeaux en 2009 où on loupe le titre de très peu. Il y a eu l'année 2010. Ça va être ton plus gros regret, non? Parce que c'est la question suivante. Ça fait partir. Ouais, après il y a eu 2010 avec Deschamps où on avait un groupe exceptionnel.
On a vraiment kiffé cette année-là. Voilà, il y a eu une des plus belles périodes de l'OM, de toute façon. On a vraiment pris du plaisir pendant 5 ans. J'ai vraiment pris du plaisir pendant 5 ans avec l'Olympique de Marseille. Et tu nous en as beaucoup donné, surtout. Merci, aussi. Vraiment. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur le chat. Là, beaucoup se rappellent de ces souvenirs-là et disent que là, par exemple, il y a Mignot qui nous dit Mamadou, on t'aime à jamais dans notre cœur. Enfin, c'est beaucoup de réactions très, très vraiment sentimentales, émouvantes, parce que c'est une période qui leur rappelle vraiment à tous, qui nous rappelle le à vrai tous l'OM. de vrais souvenirs. Et c'est ça, c'est le véritable Olympique de Marseille. Et avant de continuer, donc déjà, on tient à remercier évidemment nos sponsors, le SAT qui nous accompagne sur ce projet d'émission et Héros de Santé également. Donc merci à eux de nous permettre de faire cette émission et de recevoir Mamad aujourd'hui. Complètement. Et on va faire un petit jeu concours là d'ailleurs, parce que quand tu parlais de la Mamad de la saison 2009-2010, où tu finis meilleur buteur, ne dis rien. Et on va vous faire gagner, les gars, donc la bande dessinée de l'époque, préfacée par Mamadou Diang, justement. C'était un collector, donc qui nous parle évidemment du titre de 2010, mais évidemment de la Coupe de la Ligue. Donc, et les 5 premiers, donc subs, parce qu'il faut être sub pour pouvoir participer, les 5 premiers subs qui donnent le nombre de buts inscrits par Mamadou Diang pour le titre de meilleur buteur de la saison, justement, à cette époque-là, les 5 premiers remportent la bande dessinée préfacée par Mamad. Merci. Tu peux poursuivre ton interrogatoire. Quel est, s'il te plaît, ton plus gros regret ou tes plus gros regrets dans cette période de l'OM ? Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que tu as été quand même élu meilleur buteur de cette génération. Et puis tu as été adulé, tu as été aimé tellement par les supporters, que je suis curieuse de voir quel est ton regret. Moi, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Après, si je devrais en sortir un, c'est, on va dire, de ne pas avoir eu le titre en 2009 avec Guéretz, parce que j'aurais aimé gagner ce titre avec Eric Guéretz en tant qu'entraîneur et Pape Diouf en tant que président. Voilà, et avec Dreyfus en tant qu'actionnaire. Si vraiment je dois retenir un, ce sera vraiment celui-là, parce qu'on était vraiment tout proches. Bordeaux fait un final exceptionnel avec je sais plus 12 ou 13 victoires de suite. C'était une cadence assez élevée. On a essayé de suivre, mais on a craqué contre Lyon. Un match où on était vraiment l'un des matchs où on était le plus en confiance en plus. On l'avait vraiment abordé avec beaucoup d'envie, et malheureusement la physionomie du match fait que on prend un but assez rapidement sur penalty, et ensuite on court après le score. Ça me rappelle un peu le match ce match-là contre Lyon m'a beaucoup rappelé le match de Liverpool, où il nous fallait juste un nul pour ce qu'il allait faire en Ligue des Champions. On perd 4-0 parce que on y va tellement avec l'envie de faire plaisir au public, d'emballer ce match et tout ça, et derrière on se fait punir. On se fait punir directement par l'équipe adverse. Et à Lyon, ça a été pareil. On a vraiment voulu emballer ce match rapidement pour faire plaisir à notre public. Et on a plus dû jouer avec ce match-là avec beaucoup d'expérience, beaucoup de sérénité, beaucoup de réflexion. On a pu... mais on a voulu jouer avec le cœur, et ça nous a porté préjudice. Voilà. Ça nous a fait beaucoup de mal. Avec le nombre de joueurs que tu as côtoyés, que ce soit à l'OM, que ce soit ailleurs, mais bon, c'est vrai qu'on parle de l'OM parce qu'on est au Phocéen. As-tu le nom d'un joueur à nous citer, le joueur le plus dingue, le plus euphorique, le plus hystérique, je sais pas. Bon, moi j'ai une petite idée, mais après. C'est quoi ton idée? Alors vas-y, là t'as su. Moi je pense que c'est Souleymane. Non, après chacun dans. Mais dingue dans le bon sens, attention. Chacun bon vivant, quoi. Chacun avait son petit grain de folie, mais après il y a eu Franck qui a fait. Oui. Franck qui faisait énormément de bien dans le groupe et dans le vestiaire aussi. Franck, c'était un leader, pas par la bouche, c'était un leader sur le terrain. C'était un leader sur le terrain, dans le sens où voilà, il poussait l'équipe. C'était un mec qui se battait pour l'équipe. Je raconte souvent une anecdote avec Franck, c'est que je me rappelle le premier Classico qu'on avait joué au Vélodrome. J'étais pas bien ce match-là. J'étais vraiment... en fait, ma tête voulait, mais mes jambes n'arrivaient pas. Ouais, j'avais les jambes lourdes, voilà. J'arrivais pas à trouver mon second souffle. Et j'étais en difficulté. Et je jouais sur le couloir gauche, et Franck jouait milieu gauche. Et je me rappelle, je lui avais dit que... lui, il avait vu, il avait senti que
que j'étais pas dans mon assiette. Et il m'avait dit ouais, qu'est-ce qu'il y a, Mamad et tout. Je lui ai dit que je me sentais, je sais pas, j'arrivais pas. Et que j'arrivais pas à trouver mon second souffle. Et il m'avait dit bah écoute, repose-toi, je ferai les efforts à ta place. Marquant, voilà, c'est beau. essaie de faire moins d'efforts, reste un peu plus dans l'axe et je vais faire le repli défensif à ta place. Et ça Solidaire. peut paraître rien du tout, mais pour un joueur, c'est énorme. C'est énorme parce que tu dis, putain, le mec, il voit accompagne, quoi. il voit que tu es dans la difficulté, il est là Déjà, en train de. Voilà, il le perçoit. Déjà, il a une analyse footballistique qui est rapide parce qu'il voit que je n'étais pas bien. Pas dans ton Donc assiette. voilà, il décide de faire les efforts à ma place, de combler en fait mes manques de remplacement et tout ça. Et ça m'a permis de pouvoir petit à petit rentrer dans le match, petit à petit d'aller mieux. Et ça s'est moins vu que j'étais pas bien. Ça s'est moins vu que j'étais voilà. Il a compensé, voilà. Il a compensé. Il a fini le match carrément à plat parce qu'il avait vomi. Je me rappelle après le match, il est parti. Voilà. Il était parti dans les toilettes en train de. Il a vomi tout pendant 5 minutes. Il avait vomi. Mais après, ça te pousse, toi, derrière, à te dire, putain, lui, il a fait ça pour toi. La prochaine fois, ce sera à toi de le faire pour lui, ou un autre. Ou voilà, il poussait. C'est pour ça que je te disais, c'était un leader plus par les actes. Par les actes. Et dans la vie de groupe, c'est quelqu'un qui a ramené beaucoup de détente. Il était là toujours à détendre l'atmosphère, à rigoler. Et voilà, Soulé, c'était plus... Voilà, c'est le mec. Soulé, c'est ton frère. Soulé, c'est mon frère. Soulé, ça restera toujours mon frère. C'est le mec. C'était le grand frère aussi pour tout le monde dans le groupe parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bien, il allait souvent se confier à Soulé. Et c'est quelqu'un qui était aimé de tout le monde, que ce soit dans l'équipe ou que ce soit même en dehors de l'équipe, dans la vie en général, par la direction, par ceux qui travaillent au club. Donc voilà, c'est des personnes qui faisaient énormément de bien à l'époque au sein d'un groupe. Il y a une anecdote à ce sujet-là, je crois, avec Soulé, l'histoire d'une fausse engueulade dans les vestiaires face au groupe pour mobiliser les troupes. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus ? Bah écoute, je pense que les gens doivent la connaître maintenant depuis le temps. C'était après le match de Montpellier où on perd, on était à 13 ou 17 points de la première place et on n'allait vraiment pas bien, mais on savait que quelque chose clochait au sein du groupe et qu'on ne se disait pas toutes les vérités en fait. On ne disait pas toutes les vérités, donc on avait avec Gabi, avec Soulé, avec l'aide de Gabi, on avait décidé de faire une réunion entre nous, entre les joueurs. On avait même exclu le staff pour pouvoir parler entre nous. Et voilà, on avait manigancé en fait un petit clash entre moi et Soulé. Mais on savait que on était tellement proches qu'on savait que les joueurs allaient se dire mais... Vous n'allez pas y croire. Ouais, c'est pas crédible. Non, c'était crédible parce que c'est passé. En fait, c'est passé. Les gens se sont dit, bah, si Mamad et Soulé arrivent à se dire les choses en face, à vraiment crever l'abcès devant tout le monde et vraiment à se clasher devant tout le monde, pourquoi pas nous, en fait. Et après ce clash-là, en fait, c'est là que toutes les langues elles sont déliées, en fait. Il y avait des joueurs qui avaient envie de me dire les choses, mais qui n'arrivaient pas à le dire ou qui ne voulaient pas me le dire de peur de je ne sais pas quoi, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait... c'est dur pour certaines personnes de parler, de s'exprimer, de dire les choses. C'est dur, mais c'est là que j'ai vu qu'on pouvait me reprocher des choses, mais qu'on ne me le disait pas forcément. Et ça, je trouvais ça dommage. Bon, je ne vais pas citer des noms. Il y a des joueurs qui sont venus qui se sont levés. Ils ont dit oui, mais maman, toi, on te reproche de trop aller sur le terrain, de pas assez faire les efforts défensifs par moment, etc. Je dis bah écoutez, pourquoi vous ne l'avez pas dit en fait? Oui, au final, il faut le dire. Si peut-être j'agace certains joueurs parce que je râle trop sur le terrain, je vais essayer de faire des efforts à ce niveau-là. Si je ne fais pas assez les efforts de remplacement sur certaines situations, et ben peut-être que la prochaine fois, je ferai plus d'efforts à ce niveau-là. Ton intérêt de dire les choses. Vous aurez dû me le dire. Voilà, c'est pour la critique, elle est faite parfois pour faire avancer les choses. Ah, mais osez pas, c'est délicat. Voilà, et le fait que tout le monde dise à chacun les reproches qu'ils avaient à lui faire. Ça a amélioré le quotidien et on a plus... après, voilà, ça a été mieux par la suite et on l'a mieux vécu dans le vestiaire.
Donc voilà, ce qui se passe dans tous les clubs de foot. Non, moi, je pense que dire les choses dans les différent, vestiaires. Parce que les mentalités elles ont changé, oui. c'est plus la même époque. C'est football moderne voilà. maintenant, c'est plus la même ambiance. C'est exactement ça. On a accepté moins les choses, on a accepté un peu moins la critique, et c'est ce que je trouve dommage. Pour toi, quel joueur pourrais-tu nous citer, mais le meilleur joueur de cette période, à part toi, parce que tu fais partie des meilleurs joueurs de cette génération. On le sait, on va le citer de façon à chaque question. Mais toi, avec ton œil de footballeur, d'ancien joueur pro, quel est le joueur qui t'a le plus marqué ? Après, les joueurs qui m'ont le plus marqué, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Franck Ribéry qui m'a vraiment... tant humainement que techniquement. Choqué, ouais. Non, mais choqué. Je pense que tout le monde a été choqué par la qualité du footballeur qu'il était quand il est arrivé à l'OM. Une saison incroyable. Voilà, même je me rappelle... En prépa, on connaissait pas. Jean Fernandez, je le connaissais, nous on le connaissait pas parce qu'il avait fait quelques matchs. Même s'il avait fait de très bons matchs avec le FC Metz, jouer pour Marseille, c'est différent. Ensuite, il était parti à Galatasaray, donc on connaissait pas spécialement, mais en prépa, il nous avait même Barthez, je me rappelais, il était choqué par la qualité du jeu de Franck, voilà, du joueur. Donc voilà, c'est tout le monde, c'est tout de suite mis tout le monde dans la poche. Sans parler, quoi, juste par rapport à son football. Après, si tu me parles de qualité pure, intrinsèque, c'était Hatem Ben Arfa. Je pense que tout le monde a été d'accord avec ça, qui avait au niveau football, c'était le joueur qui possédait le plus de qualité. Qui joue encore aujourd'hui. Voilà, mais bon, je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce que. Il est passé au travers. Avec plus, s'il avait eu peut-être un meilleur entourage, mais peut-être un meilleur suivi, psychologiquement, s'il avait été mieux préparé, c'est un joueur pour moi qui jouait tous les jours dans les plus grands clubs européens. Il avait sa place. Qui avait largement sa place. Dommage. Il y a Pastaga des ST qui nous dit: tu peux pas apprendre à nos joueurs à tirer les pénaux, car quand il y avait un péno avec Mamad, tu pouvais ne pas regarder, c'était garanti que c'était au fond, avec sa manière d'ouvrir le pied à la dernière seconde. Voilà, donc c'était juste le constat. C'est vrai qu'on a quelle belle image tout le monde a de toi, quoi. C'est le travail, c'est le travail, ouais, c'est le travail et la confiance peut-être aussi, parce que t'avais vraiment confiance en toi. C'est vrai qu'il a raison, le viewer, de nous dire ça, parce que quand tu tirais un péno, enfin, je veux dire, on était serein. Ouais, aller se servir à boire pendant le pénalty. Ouais, après, au début, j'étais pas le joueur désigné. J'étais pas le joueur désigné pour tirer les pénaltys. Mais les joueurs qui étaient désignés avant moi avaient pratiquement tous loupé. Que ce soit Sabri l'année précédente, que ce soit Franck. Et je me rappelle, la première fois que j'ai tiré, mon premier péno que j'ai tiré, c'était à Monaco. Et on jouait dans les derniers matchs, on jouait la qualification en Ligue des Champions. Et j'ai obtenu un penalty dans les dernières minutes. Et c'est Albert Raymond qui insiste pour que je le tire, parce que c'était un moment important, parce que si on marquait, on pouvait jouer la qualif pour la Ligue des Champions, le dernier match à Saint-Etienne. Et si on loupait, c'était pratiquement foutu. Donc c'est Albert qui du vent de touche crie mon nom, voilà, qui insiste pour que ce soit personne d'autre que moi qui tire. Il y avait Franck qui pouvait tirer, il y avait Djibril aussi qui pouvait le tirer, mais il avait vraiment insisté pour que ce soit moi qui le tire. Et voilà, j'ai pris mes responsabilités, j'ai tiré, j'ai marqué, et puis et par la suite, ça a toujours été moi qui ai été désigné en premier tireur. Ah oui, c'est pour ça, nous, on était tranquilles à cette époque-là. Franchement, on était sereins. Non, mais c'est vrai. On était sereins. C'est vrai, quelle qualité de football. Enfin bon. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. J'allais justement, parce qu'il y en a beaucoup qui nous parlent de ton duo avec Michael Pagis. Donc c'était un joueur avec qui tu prenais plaisir sur le terrain. Est-ce qu'il y avait une entente presque naturelle sans se parler sur le terrain? C'est ce qu'on ressentait, nous, en tant qu'observateurs. Mika, j'ai connu à Strasbourg. Dès qu'il est arrivé, ça a tout de suite collé entre nous. Parce que Mika, c'est l'opposé de moi. Moi, j'étais un joueur de vestiaire où j'aimais beaucoup rigoler, beaucoup dans la déconnade. Mika, c'était plus le joueur qui était plus réservé dans son coin, qui parlait pas beaucoup. Lui qui parlait que sur le terrain, mais quelqu'un d'extraordinaire, très gentil, toujours à l'écoute. Et puis, voilà une culture football qui était assez exceptionnelle. Il voyait tout avant tout le monde. Techniquement, c'était toujours propre. C'était pas le joueur qui allait te dribbler 4-5 joueurs comme Ronaldinho, mais ce qu'il faisait, c'était très simple, mais très efficace. Et ça a tout de suite matché entre nous. Je pense que
À Strasbourg, on a fait de très bonnes choses avec la modeste équipe qu'on avait. On a réussi à gagner un titre quand même. On a réussi à finir dans les 10 premiers du championnat en prenant énormément de plaisir parce que si on avait une équipe portée sur l'offensive, on jouait. C'était à chaque fois c'était des matchs ouverts. On pouvait perdre, mais à chaque fois, même quand on perdait, on prenait énormément de plaisir parce qu'on fermait pas la porte, on fermait pas le jeu. Et voilà, le fait de le retrouver à Marseille, pour moi, ça a été une très grande recrue à ce moment-là parce que je savais que Mika, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait d'avoir parce que c'était un joueur qui était assez extraordinaire. Je pense qu'il a fait ses preuves par tous les passés, que ce soit à Strasbourg, à Marseille ou même à Rennes. Il a toujours été assez exceptionnel dans son jeu. Donc voilà, ça a toujours marché entre moi et Mika. On s'est toujours bien entendu sur et en dehors du terrain. Donc voilà, je garde de très bons souvenirs avec Mika. J'ai une question bête, mais je vais la poser à chaque invité. Ça te manque de jouer au niveau pro ? Non, ça me manque pas spécialement de jouer au niveau pro parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire une très belle carrière. Une belle carrière, de pouvoir atteindre mon rêve, ça a été de jouer en première division, d'être footballeur professionnel. C'est pas donné à tout le monde. Donc, de devenir une légende. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir arriver là déjà. De pouvoir jouer à ce niveau-là. Donc voilà, je remercie Dieu dans un premier temps de m'avoir donné l'opportunité d'arriver à ce stade-là. Donc voilà, j'ai toujours pris ce qu'on m'avait donné avec beaucoup de recul et j'ai profité de chaque instant que j'ai eu dans ma carrière. T'as savouré. Voilà, j'ai savouré. Maintenant, tu passes à autre chose. Il arrive un temps où il a fallu laisser la place à d'autres personnes plus jeunes et à moi de passer à autre chose. Donc voilà, je regrette rien. Je regrette rien et surtout, voilà, je prends aujourd'hui du plaisir dans le monde amateur. Même si là, en ce moment, je suis blessé, je ne peux pas en profiter pour faire des petits taureaux avec mes joueurs. Donc, parle-nous de ton quotidien. Voilà, d'aujourd'hui. Mon quotidien, c'est de m'occuper de l'Atlético Marseille. Avec... normalement, c'est amende, ça. Ça, c'est amende, ça. Point rouge. Voilà. Combien ça coûte dans investir, ça ça dépend, ça négocie en début de saison. Voilà. Non, mon quotidien, c'est aujourd'hui de prendre du plaisir avec mes joueurs de l'Atlético Marseille, qui sont de très bonnes personnes, qui est dans le milieu amateur, c'est assez compliqué, on le sait, mais c'est des joueurs qui aiment le foot, qui sont là tous les matins à s'entraîner et à prendre du plaisir. Et je prends du plaisir à être avec eux tous les matins. Tu es directeur sportif, hein, de l'Atlético. Tu es beaucoup de choses en même temps, je pense. Je gère beaucoup de choses en même temps. Entraîneur, directeur, grand frère, voilà, exactement. psychologue, donc, tu motives. Il doit avoir une fierté de t'avoir au sein de cette structure. Les jeunes, aussi, là, ça doit être moi aussi, c'est une fierté. Incroyable. C'est une fierté d'être avec eux tous les matins. Comme je l'ai dit, c'est des joueurs que tu respectes, que je respecte beaucoup, qui me respectent, avec qui je prends énormément de plaisir parce que c'est des bons mecs. C'est des mecs... Qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aiment le foot, qui prennent... Ils sont purs, entiers, ils sont là pour ça. Je les aime tous les uns que les autres, les uns les autres, et c'est comme je dis à chaque fois, c'est des joueurs qui me méritent à chaque fois le meilleur, et je leur souhaite le meilleur d'ailleurs, et puis j'espère que, là on est encore en lice en Coupe de France, j'espère que... Bien sûr, vous avez gagné votre dernier match là encore, on a gagné le dernier match au penalty, contre une bonne équipe de Saint-Vacary. Et j'espère qu'on arrivera à passer ce prochain tour pour aller le plus loin possible. Je leur souhaite vraiment, parce que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'était magnifique. Quand même. Contre Rennes, c'est pas rien. Atteindre les 16e de finale dans un contexte qui était compliqué. Tout à fait, il y avait beaucoup de choses en même temps. C'est tout à leur honneur et voilà, j'espère qu'ils vont réussir à reproduire la même chose cette année. On y croit, avec toi au milieu en plus. J'espère. C'est que du positif. Le mérite leur revient. Hein. C'est eux qui font les efforts sur le terrain, donc... Et puis tu leur rends, parce que de ce que je sais, de ce que je vois, c'est vraiment sérieux, assidu. Tu t'investis énormément humainement, sportivement. Ils s'investissent aussi beaucoup. Comme je l'ai dit, le milieu amateur, c'est très compliqué pour eux, avec toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer complètement. Ces dernières années. Ils sont toujours là, ils lâchent rien. Ils sont présents. Ils sont présents. Donc... C'est dur de se dire qu'on a un sacré niveau, mais qu'on ne franchit pas la barrière comme les autres. Je veux dire, c'est dur. Ils ont subi beaucoup d'injustices ces dernières années, donc je suis content qu'ils soient là, qu'ils sont là. Ils sont encore là. Ils sont encore là, ils s'accrochent et c'est bien.
C'est vrai que donc, au niveau de l'Atlético de Marseille, l'avantage, c'est que quand tu as Mamad qui te donne des conseils sur comment jouer, quand tu es joueur amateur, sinon tu as une certaine écoute. Une confiance. Puis une écoute un peu supérieure. C'est vrai que quand tu dis à un attaquant, c'est comme ça qu'il faut faire les appels, j'imagine que le mec t'écoute un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, j'espère qu'il m'écoute, mais je pense qu'il m'écoute. Mais après, bon, chacun, c'est dur de changer sa façon de jouer. Hein. C'est dur, surtout quand on arrive au niveau senior. On apprend plus ça dans les catégories de jeunes, dans les catégories de U13, U15 jusqu'à U17. Et après, quand tu passes en senior, c'est toujours difficile de gommer ses habitudes, ses mauvaises habitudes. Mais je travaille sur ça, je leur donne des conseils pour essayer d'améliorer les choses, même si je sais que c'est pas facile. Il y a Ron 108 là qui nous dit Mamad, est-ce que tu aurais des noms de joueurs de ton profil et de ton niveau à nous donner pour l'avenir de notre équipe, ou à souffler à l'oreille de Longoria? Depuis toi, on n'a plus vraiment eu d'attaquants explosifs, puissants et rapides. C'est vrai que ça manque dans cet effectif. Après, excuse-moi, je t'interromps un petit peu, mais voilà, le sujet d'après, c'est que tout le monde, de toute façon, te dit il nous faudrait Mamadou, il faudrait qu'il rechausse les crampons parce qu'on n'a plus d'attaquants de cette trempe-là et de cette efficacité-là. Non, je pense qu'après, il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le championnat de France ou même à l'étranger, hein, mais plus particulièrement dans le championnat de France qui peuvent évoluer au sein de l'Olympique de Marseille. Mais après, bon, ça, c'est pas mon travail, c'est plus le travail de la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille de faire les bons choix. Aujourd'hui, il y a des clubs de Ligue 1 qui travaillent extrêmement bien, comme Lille, comme Lyon, où ils font qui arrivent à chaque fois à renouveler leur effectif, à trouver des joueurs de qualité pour ne pas perdre au niveau de la qualité de leur effectif. Et voilà, l'OM devrait s'inspirer, je pense, de ça et essayer de construire, même si c'est difficile, peut-être, je ne sais pas au sein du club, mais peut-être que c'est difficile au niveau financier, mais on peut quand même réussir. On est l'Olympique de Marseille, en fait. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, c'est un grand club et ils ont les moyens aujourd'hui d'attirer des joueurs de qualité au sein du club, sans spécialement avoir un budget énorme. Donc, ça, c'est un travail de fond qui doit être fait par la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille. Et justement, hier tu as regardé le match donc de Coupe de France de l'OM et on a vu l'apparition de ce petit Dieng devant. Est-ce que tu le connais un petit peu? Parce qu'en fait, il a été recruté donc, via le partenariat avec l'Académie Diambars en Afrique. Est-ce que tu le connaissais déjà? Est-ce que tu l'as vu jouer dernièrement? Tu as des petites choses à nous dire sur lui? Non, je ne connaissais pas spécialement, mais je connais bien l'Académie Diambars parce que je suis très ami avec le propriétaire, Sayer Sek, que je connais depuis énormément d'années. Je connais le travail de fond qu'il fait depuis des années. Et au Sénégal, je connais la qualité des joueurs qu'il y a là-bas. Et il y a énormément de bons joueurs qui demandent qu'à avoir leur chance dans les pays européens, mais c'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Donc dès qu'ils ont la chance de quitter le Sénégal pour pouvoir ne serait-ce que faire un essai dans un club en France ou en Europe, ils saisissent leur chance. Aujourd'hui, c'était le petit Dieng qui a fait sa première apparition dans l'équipe première hier, qui a fait de bonnes choses au niveau de l'engagement, qui a marqué son premier but en professionnel. Donc je le félicite pour ça. Voilà, c'est un joueur qu'on a pu voir qui a de la qualité, qui a de l'envie. Et c'est un Sénégalais, donc je sais qu'il va tout faire pour progresser, qu'il va travailler, que c'est un travailleur. Les Sénégalais, c'est des travailleurs. Et pour progresser, franchement, c'est quelqu'un qui peut avoir un bel avenir devant lui. J'espère qu'il va profiter d'être avec l'équipe première pour s'inspirer des joueurs qu'il y a devant lui pour progresser. De toute façon, il a un bel exemple en tous les cas. Je t'en prie, Marjorie. Ouais, mais on peut remercier aussi Monsieur Larguet, parce que s'il n'était pas là, je pense pas qu'on aurait vu ce jeune joueur hier. Ou un peu plus tard, peut-être que dans le timing, effectivement. Ouais, mais c'est vrai que là, ça lui a fait du bien. Ça l'a mis dans la lumière. C'est pas mal. Enfin bon, on sait que tu es attaché donc, à l'OM et que tu as une attention particulière pour l'Olympique de Marseille. Justement, on en parle. Qu'est-ce que tu penses de la situation un peu actuelle, ce qui se passe en ce moment, globalement? Donc l'équipe, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que toi, tu verrais?
Sans être trop critique, parce que... C'est délicat. Il manque beaucoup de choses. Hein. Il manque beaucoup de choses. Sûr. Il manque... Après, bon, peut-être ça va être mal perçu ce que je vais dire, mais pour avoir un grand club, il faut un grand président. Tout à fait. Par le passé, Toi, tu as connu on a Pape pu Diouf. voir, avec Pape Diouf, ce qu'il a pu faire, les choses qu'il a pu faire avec l'Olympique de Marseille. Avec très peu de moyens, il a su construire une grande équipe. Il a mené jusqu'au titre. Parce que, on pourra me dire ce qu'on veut, le titre, c'est lui qui l'a gagné. Et non d'acier, parce que c'est lui qui a construit l'équipe, c'est lui qui a fait venir l'entraîneur. Il a fait confiance à certains joueurs. Voilà, le titre lui revient. Et d'ailleurs, nous, tous les joueurs de l'effectif, on le savait tous que sans Pape Diouf, on n'aura jamais eu ce titre. Donc pour avoir un grand club, il faut un grand président. Pour avoir une grande équipe, il faut un grand coach, il faut un grand directeur sportif, il faut plein de choses. Aujourd'hui, il manque plein de choses à l'Olympique de Marseille. Plein de choses qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Plein de choses qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Après, là c'est la réflexion d'un supporter. Si on veut aujourd'hui, l'année prochaine, avoir une grande équipe de l'Olympique de Marseille, il va falloir changer la base. Et même Steve Mandanda l'a dit sans le dire, parce qu'il ne voulait pas aussi non plus mettre des personnes à dos, mais il va falloir changer énormément de choses à l'Olympique de Marseille, parce que si on continue comme ça... on va nulle part. Aujourd'hui, le niveau de l'Olympique de Marseille, c'est pour moi, hein, c'est mon avis personnel, ça ne regarde que moi. Aujourd'hui, on a le niveau d'une équipe de moins de tableau. Complètement depuis d'accord. la reprise après la trêve, on est dernier. 18e ou dernier, je ne sais plus, on n'a pris qu'un point en 7 ou 8 matchs, donc c'est catastrophique. Ça fait peur. Et quand ce projet arrive, le projet, on va dire, Champions Project de McCourt, pourtant, il y a des bonnes choses qui sont faites, il y a des choses qui se mettent en place, il y a en tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu, il y a en tous les cas une vision du club qui peut correspondre à un moment donné à une direction sympathique. Qu'est-ce que tu penses qui merde dans ces situations-là? C'est-à-dire que on a un projet, on le met en place, et à un moment donné, ça part en quenouille, quoi, on va dire. Écoute, le projet, je l'attends toujours, hein, parce que on nous a promis un projet qui, sur les 3-4 années à suivre, allait nous mener à la lutte pour le titre. Sur les 3-4 années à suivre, allait nous mener à une qualification chaque année en Ligue des Champions. En 4 ans, j'ai rien vu. Je dis 4-5 ans, je critique pas. Hein. C'est que tu comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ça ne regarde que moi. Je donne que mon avis personnel. J'ai vu aucune évolution dans le club. La finale en Ligue Europa, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est tout ce qu'on a obtenu en 4-5 ans. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le niveau de l'équipe, c'est moyen de tableau, en deuxième partie de tableau. On ne peut pas espérer mieux. Le style de jeu de l'équipe, je vois aucun style, je vois aucun... je pense pas que... Il y a eu beaucoup de progression depuis 4-5 ans. D'accord. Je pense pas. J'espère que ça va venir. Je sais pas dans combien de temps. Ça peut prendre peut-être l'année prochaine ou dans 2-3 ans. Mais dans ce cas-là, il faut pas nous dire que le projet il est sur 3-4 ans. Oui, il y a une phase 1, une phase 2, phase 3. Enfin, on peut avoir plein de phases comme ça qui se succèdent. Exactement. Là, l'année prochaine, ça va faire 5 ou 6 ans. Et on a Dims 4173 qui nous dit, d'après Mamad, qu'est-ce qui fait que Germain, Benedetto, Mitroglou ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes quand ils rejoignent l'OM? Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là perdent leur football alors que quand ils arrivent, ils ont plutôt un CV plutôt attractif, quoi? Non, après, faut savoir quand un joueur vient dans un effectif ou dans une équipe, on n'est pas au tennis ici, on n'est pas dans un sport individuel, on est dans un sport collectif. Le joueur, il a besoin d'être entouré, d'être... voilà, tu peux me dire aujourd'hui, je t'ai dit, par exemple, Franck Ribéry, mais Franck Ribéry avait des joueurs autour de lui pour pouvoir s'exprimer. Pour avoir le niveau qu'il avait, c'est que derrière, nous, peut-être qu'on jouait pour lui. Il avait un collectif autour de lui. Après Franck, il
il y a eu moi peut-être, mais moi j'avais des joueurs autour de moi. Je recevais, j'avais Mika Pagis, comme on l'a dit tout à l'heure. J'avais Toafilou qui est Maolida, qui est un joueur qui est chiant à jouer parce qu'il faisait les appels en profondeur sans arrêt. Qui t'offrait des espaces à toi. Voilà, j'ai eu Brandaro qui avait peut-être un style qui était propre à lui-même, que certains pouvaient aimer, d'autres pouvaient ne pas aimer, mais qui, pour un joueur comme moi, était très bénéfique parce qu'il perturbait les défenseurs, il embêtait les défenseurs et moi je profitais de son travail d'abattage pour pouvoir récupérer les espaces ou les ballons pour pouvoir les mettre au fond. Aujourd'hui, un joueur comme Germain, on l'a pris en sachant qu'il a été performant à Monaco dans un système à deux attaquants, qu'il a été performant à Nice dans un système à deux attaquants. On le fait jouer, on le fait venir à Marseille, on le fait jouer tout seul en pointe ou sur un côté. C'est pas spécialement sa qualité première. Et derrière, on est critique envers lui. Florian Thauvin, il a eu des bonnes périodes quand l'équipe tournait bien. On a pu voir que dès que l'équipe était un peu moins bien, lui aussi était un peu moins bien. Donc, il s'agaçait un peu. Aller plus dans des rushs individuels, garder trop le ballon. Mitroglou, peut-être que c'est un joueur de surface, peut-être qu'il ne recevait pas assez de ballons dans la surface. Pourtant, Mitroglou a marché quand il était à Benfica, a mis énormément de buts dans le championnat portugais et en Ligue des Champions. Donc voilà, un joueur a toujours besoin du collectif, un joueur a toujours besoin de ses partenaires pour pouvoir briller. Sans ça, il ne pourra pas briller. Et tu penses que par là même, il y a un déficit quelque part de l'entourage de l'attaquant, en l'occurrence, c'est-à-dire des passeurs, finalement. Enfin, un déficit de construction, de bloc équipe, évidemment, parce que Non, pas un déficit du passeur, parce que le passeur a besoin du mec qui lui fait la passe avant. Aussi, c'est un déficit de collectif. Je dirais que c'est un collectif qui peut-être qui marchait mal ou qui tournait mal, qui faisait en sorte que voilà, chaque joueur peut-être n'était pas dans la position la meilleure pour lui. Et le style de jeu peut-être était pas adapté aux joueurs. Le système n'était peut-être pas adapté aux joueurs aussi. Ça après moi c'est comme je te l'ai dit, je suis pas au quotidien avec eux. Je suis pas dans le groupe pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Je te parle que moi en tant qu'attaquant, si à l'époque où moi je jouais, j'étais énormément tributaire de mes coéquipiers, des joueurs que j'avais autour de moi pour pouvoir être performant. Et c'est pas que moi, c'était les joueurs qui ont su briller à l'OM. C'était avant nous, il y a eu Drogba. Drogba était très très bon parce que c'était un très grand joueur de football. Mais derrière, il avait des joueurs qui faisaient le sale boulot pour lui, qui se battaient pour lui, pour à chaque fois essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour le faire briller. À l'époque de Drogba, j'en ai même discuté avec j'en ai même discuté avec Habib. Ils avaient pris conscience que Didier pouvait leur faire gagner un match, donc ils jouaient tous pour Didier. Nous, par la suite, on savait que Franck pouvait nous faire gagner un match, donc on jouait tous pour Franck Ribéry. Ensuite, il y a eu Pagis, il y a eu moi, il y a eu etc. Donc on essaie de mettre le joueur qui peut nous apporter le plus dans un match dans les meilleures conditions. C'est un peu ce qui fait défaut aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Mais tu as connu, tu nous as dit tout à l'heure, des saisons où c'était plus compliqué, justement, la fameuse saison où tu simules avec Soulé l'engueulade pour que les choses se disent. Mais nous, maintenant, on a l'impression à l'Olympique de Marseille qu'ils se disent les choses à peu près toutes les semaines, mais que ça donne rien sur le terrain. Tu penses que c'est un déficit, justement, des cadres? Est-ce qu'il manque des joueurs de caractère tels que vous les aviez à l'époque? Je sais pas, après... J'aime pas trop comparer les générations et les périodes. À l'époque où moi j'étais à l'Olympique de Marseille, sur les 5 années, j'ai eu la chance d'être dans des groupes où il y avait des joueurs d'expérience qui avaient joué des grands matchs, qui avaient fait de grandes compétitions et qui savaient tenir un groupe. J'ai eu, première année, j'ai eu... Fabien Barthez, j'ai eu Sabri Lamouchi, j'ai eu Fred Dehu, des joueurs d'expérience qui faisaient un bon mélange avec les jeunes parce que Fred prenait beaucoup la défense des jeunes, il arrivait à nous encadrer, à nous voilà. Et par la suite, l'année d'après, on a eu d'autres joueurs d'expérience qui sont arrivés. L'année avec Guérès, pareil, il y a eu des joueurs d'expérience qui sont arrivés, qui ont essayé
de nous tirer vers le haut. L'année du titre, Pape et Deschamps nous font venir Gabi Heinze, nous font venir Nando Morientes, qui a joué un rôle important dans le groupe, même si c'était plus le Nando qu'on avait connu à Liverpool ou à Monaco, mais il a été d'un apport exceptionnel dans le groupe parce qu'il nous a beaucoup aidé. Moi, personnellement, il m'a énormément aidé. Il y a eu Gabi, comme je l'ai dit, il y a eu Nando, il y a eu Eder Cissé qui était là, et Souleymane Diawara qui était là en tant que grand frère. Moi, je faisais partie des plus âgés. Tu as eu Lolo Bonnard. Et derrière, tu avais des jeunes joueurs comme Valbuena, comme Caboret, comme Ben Arfa, il y avait un bon mélange entre les anciens et les plus jeunes. Et les jeunes ont respecté les anciens. Et ce qui a fait que la mayonnaise avait bien pris. Et puis, on a eu les résultats qu'on a eus. Aujourd'hui, dans l'équipe actuelle, j'arrive, à part Steve Mandanda, qui fait partie des plus anciens, des plus expérimentés, je le mets, c'est un cas à part, mais à part lui, j'arrive pas à déterminer qui fait office d'ancien, de grand frère, de leader, j'arrive pas trop à déterminer ça, et c'est ce qui fait la différence. Nous, on arrivait à déterminer cela, malgré que j'ai porté le brassard de capitaine. Tout le monde dans le vestiaire et même autour savait que c'était Gabi Heinze, le leader du vestiaire. Moi, j'étais le capitaine, mais je prenais beaucoup de conseils de sa part. Parce que je savais que c'était des conseils qui étaient réfléchis, qui étaient sensés. Et voilà, c'est ce qui faisait la différence, peut-être. Là, j'arrive pas trop à déterminer si, à part Steve Mandanda, qui font partie des leaders de vestiaire. Il y avait à la fois du talent et du caractère. Qui aujourd'hui, il y a peut-être certainement du talent dans cet effectif, mais ça manque un petit peu de caractère et de personnalité mais qui ne sont pas que pour eux-mêmes, qui sont pour un groupe. Voilà, c'est un peu ce qui manque un peu. Ouais, je pense que peut-être aussi. Après, comme je l'ai dit, c'est pas les mêmes, c'est pas la même époque. À l'époque, on arrivait à accepter les choses, on arrivait à accepter la critique de l'autre. Il y a eu, comme dans tous les clubs, des moments où ça se battait, où il y a eu des moments de tension dans le vestiaire, mais on réglait ça dans le vestiaire, et puis dès qu'on allait sur le terrain, on se battait tous ensemble. On n'était pas obligé de s'aimer ou d'aller faire la soirée ensemble, ou d'aller dîner ensemble, ou déjeuner ensemble. Voilà, on était là pour le même but, qui était même but commun, qui était de gagner chaque week-end. Et sur le terrain, on était les plus unis. Et après, en dehors du terrain, chacun faisait sa vie. Il y a Arconico qui nous demande, et bon, là aussi c'est un avis qu'ils ont envie que tu donnes, mais parce que ça les marque pas mal, les supporters de l'OM, tu sais qu'ils sont intransigeants là-dessus. C'est quoi son avis concernant les échanges de maillots entre les joueurs du PSG à la mi-temps? C'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose qui chagrine beaucoup de supporters de l'OM. Ouais, après, ça c'est un débat qui est bête, parce que même nous, quand on joue contre PSG, nous arrivait d'échanger nos maillots avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Peut-être que on faisait avec plus de discrétion, ou on faisait dans les vestiaires, ou même après les matchs, mais on échangeait, parce que bon, Paris, ça reste Paris, mais moi j'avais des amis qui jouaient au sein du Paris Saint-Germain. J'avais Pekeli Ndoula qui jouait, j'avais Sami Traoré qui jouait, j'avais Zoumana Kamara qui jouait. Il y avait des joueurs que je connaissais comme Claude Makelele qui jouait, il y avait Vikash Dorasso qui jouait à l'époque, il y avait Salomon Kalou qui est un ami à moi qui jouait. Voilà, sur le terrain c'était la guerre, mais en dehors du terrain, des êtres humains. Voilà, on est des êtres humains. Chacun défend les couleurs de son club. Moi, il m'est arrivé après un classico dans les premières années, après un classico au Parc des Princes qu'on avait gagné ou perdu, mais en l'occurrence, on avait gagné ce moment-là. J'avais été dîner après avec Fabrice Pancrate, qui était un ami à moi. Rien n'empêche l'autre. Mais sur le terrain, chacun défend les couleurs de son club. Après, échange, on m'a dit, apparemment, Enrique qui parlait avec Neymar. Tu peux pas reprocher au jeune Enrique aujourd'hui qui a 19 ans. Neymar, c'est son idole. Depuis des années, il a grandi avec Neymar. Aujourd'hui, jouer à l'OM face à son idole, même s'il est au Paris Saint-Germain, ça reste son idole. S'il peut avoir son maillot
à la fin du match, petit, vas-y, ça me dérange pas du tout. Et il prend pas le maillot du Paris Saint-Germain, il prend le maillot de son idole. De Neymar, bien sûr. Je trouve ça stupide de lui reprocher ça. Il a que 19 ans, le gamin. De voir Khaled Tassar qui échange le maillot avec Mbappé. Ça reste Mbappé, hein, qui joue Paris Saint-Germain ou pas. Aujourd'hui, Mbappé, c'est l'idole de toute une génération, c'est l'idole de toute l'Europe ou même du monde. On a vu la Coupe du Monde qu'il a fait. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un proche de Khaled Tassar qui aurait aimé avoir le maillot de Mbappé, qu'il y a un proche de Khaled Tassar qui est peut-être supporter du Paris Saint-Germain, qui a demandé à Khaled Tassar de récupérer le maillot de Mbappé. Pourquoi il ne le ferait pas? C'est pas grave. Le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain et l'état d'esprit que les joueurs ont mis sur le terrain. C'est ça qu'on doit juger. C'est pas ce qui se passe après le match, qu'ils échangent le maillot ou pas. Moi, je trouve ça, c'est un débat assez stupide. Moi, ça ne me dérange pas que le jeune Enrique, il a échangé son maillot avec Neymar, qui est son idole. Et il a même dit avant de venir à l'OM que Neymar était son idole. Oui, bah d'ailleurs, c'est justement Arconico qui répond, qui dit « Je suis plutôt d'accord avec Mamad. Ce qu'on leur reproche surtout, c'est de ne pas tout donner sur le terrain. Et c'est pour ça que le fait de donner son maillot à la mi-temps, ça les choque. Ça choque les supporters. » Après, qu'ils ne donnent pas tout sur le terrain, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Après, sur le terrain, si on doit les juger sur le terrain, sur l'investissement qu'ils mettent sur le terrain, sur l'état d'esprit ou l'agressivité qu'ils mettent sur le terrain, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le fait de critiquer tel ou tel joueur parce qu'il a été échangé, de toute façon, qu'il l'échange devant les caméras ou après les caméras, il l'aurait échangé aussi. Ça nous est arrivé pendant à notre époque aussi. J'ai changé mon maillot avec un joueur de Paris Saint-Germain. Et j'ai pas honte de le dire. Pour quelqu'un de ma famille, pour un ami ou qui me l'a demandé. Ou même pour un joueur du Paris Saint-Germain, tout simplement, qui a voulu échanger son maillot avec moi parce qu'il a voulu mon maillot. Je l'ai fait avec aucun problème. Mais après, sur le terrain, c'est le terrain. On doit juger par rapport à ce qu'on fait sur le terrain. Aujourd'hui, il faut être aussi tolérant parce que le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain. On ne peut pas comparer aujourd'hui l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain avec tous les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, le budget qu'ils ont, avec tout ce qu'il y a autour du Paris Saint-Germain. L'OM aujourd'hui, que ce soit l'OM, l'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne, restent des petits clubs. Et après, maintenant, ils doivent se battre avec leurs armes sur le terrain, mettre les ingrédients qu'il faut pour que, même s'il y a une défaite au bout, que les supporters soient fiers de leur équipe et voilà, n'ont pas de regrets par rapport au match qui s'est passé. Mais le débat des échanges du maillot, pour certains joueurs, je trouve ça, notamment pour le petit Enrique, ce qui s'est passé... je crois que c'était dimanche le match. Pour ce qui s'est passé dimanche, moi ça m'a pas du tout dérangé parce que je pense que c'est tout à fait normal et faut pas avoir ce débat-là avec ça. Je vais casser l'ambiance. Est-ce que tu crois en l'arrivée d'un nouveau président au sein de la structure de l'OM? On entend tellement de choses. J'y crois pas, peu importe. Ce serait bien déjà. Ça, après c'est mon avis personnel, mais. Non, après, moi je pense que pour diriger l'OM, faut avoir quelqu'un qui connaît l'histoire du club, qui connaît l'histoire de cette ville, qui connaît l'histoire de ses supporters aussi. Pour diriger un club comme l'Olympique de Marseille, on a besoin de quelqu'un comme ça, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau du directeur sportif et de tout. On le voit à Lyon, ça marche très bien. Jean-Michel Aulas, on voit le travail qu'il effectue avec l'Olympique lyonnais. C'est tout à son honneur depuis des années. Alors qu'il est beaucoup critiqué. Voilà, je trouve que ce monsieur est quand même un grand monsieur. Alors qu'il est beaucoup critiqué. Moi, aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, ça reste un très, très grand président. Et le jour où il partira, il va laisser un grand vide dans le championnat de France. Il va laisser un grand vide dans le football français. Aujourd'hui, avec Pape Diouf, c'était les deux plus grands présidents qu'on a pu avoir dans le championnat français. Tout à fait. Donc, pourquoi pas repartir sur cette base-là et essayer de reproduire ce que l'Olympique lyonnais fait avec l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que tu crois que c'est plus facile quand c'est un président qui investit son propre pognon, pour parler franc? C'est-à-dire que c'est vrai qu'Aulas, c'est lui-même qui a bâti ce projet-là, qui est responsable de tout ce qui s'y passe, qui prend toutes les décisions, c'est un homme omnipotent, omniscient. Et aujourd'hui, on est dans une situation de président délégué. Est-ce que tu crois que c'est ça la problématique, justement? Non, la problématique, c'est pas ça. Tu peux avoir quand même aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui investit comme au PSG et comment dire, et qui fasse de bonnes choses avec l'Olympique de Marseille. Après, c'est un débat où souvent les gens seront d'accord ou seront pas d'accord. Moi, aujourd'hui, je trouve
aujourd'hui, dans la politique du club où on me dit que à partir du moment où tu prends un Marseillais pour travailler au club, un ancien Marseillais pour travailler au club, il va mal travailler ou il n'est pas compétent, je trouve ça c'est débile. Aujourd'hui, là, le Paris Saint-Germain, il y a, les Qataris qui mettent leur pognon, il n'y a pas de souci. Il y a un directeur sportif comme Leonardo qui met du pognon, il n'y a pas de souci, qui est là pour prendre les décisions, il n'y a pas de souci. Mais je vois au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, je vois beaucoup de Parisiens travailler au Paris Saint-Germain. Je vois beaucoup d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain travailler pour le Paris Saint-Germain. Et ça se passe très bien. Aujourd'hui, à l'OM, on voit plus de Marseillais ou beaucoup de Marseillais qui travaillent pour l'OM. Et même au sein des éducateurs. Moi, je pense qu'il y a des éducateurs qui sont très compétents dans le milieu amateur, dans la région de Marseille, qui ont énormément de qualité, qui sont des passionnés, qui peuvent apporter leur qualité en tant qu'éducateurs à l'Olympique de Marseille et qui ne sont jamais convoités ou des personnes à qui on ne fait jamais appel pour venir travailler au sein Arc. Ils connaissent très bien la culture de ce club, ils connaissent très bien ce club, ils connaissent très bien la région et la ville, mais on ne fait jamais appel à eux. Et je trouve que c'est dommage. À Lyon, ça se passe très bien. Jean-Michel Aulas, malgré qu'il met son propre argent et qui dirige son club d'une main de fer, mais je connais beaucoup d'anciens Lyonnais ou de joueurs lyonnais ou de Lyonnais tout court qui vivent à Lyon, qui viennent de Lyon, qui travaillent au sein de l'Olympique lyonnais, et ça se passe extrêmement bien. Pourquoi pas prendre l'exemple sur ça? Même à Lens, ça se passe très bien. Pareil, à Lens, des Lensois qui travaillent à Lens, des anciens joueurs de Lens qui travaillent à Lens, et ça se passe super bien. S'il y a un nouveau projet, nouveau président, nouvelle direction, est-ce que toi, tu aimerais te projeter dans ce nouveau projet, en faire partie? Qu'est-ce que tu pourrais y apporter? Qu'est-ce que tu aimerais y apporter? Non, pour l'instant, moi, je me projette pas plus loin que l'Atlético. Je suis très bien. Aujourd'hui, je suis très bien là avec l'Atlético. Ça se passe très bien. Donc voilà. Après, mon futur proche ou lointain, je sais pas de quoi demain sera fait. Écoute, on sait jamais, bien sûr. Mais ce serait un rêve pour tous les supporters qui nous regardent aujourd'hui, que Mamad fasse partie d'un projet olympien. Mais moi, je parlais pas spécialement que de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent apporter leur expérience à l'Olympique de Marseille, qui aiment ce club. Qui sont passionnés de ce club, qui peuvent apporter énormément de choses à l'Olympique de Marseille. Donc pourquoi pas les incorporer dans ce projet. Je pensais notamment, même si il y en a beaucoup qui l'aiment, d'autres qui l'aiment moins. Je pensais par exemple à Pascal Olmeta qui est peut-être une grande gueule. Mais on aura peut-être besoin dans le club aujourd'hui c'est un pilier. Voilà, c'est des mecs qui ont la culture de Marseille, qui ont l'ADN marseillais et qui peuvent apporter beaucoup à leur façon. Qui sont costauds mentalement, surtout. À l'Olympique de Marseille. Pascal, c'est quelqu'un qui va tout le temps au stade, qui va tout le temps encourager l'Olympique de Marseille. Il aime l'OM, il pourrait faire partie du projet. Je suis complètement d'accord avec toi. Comme d'autres joueurs, mais voilà, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Ok, et une question détachée de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as déjà pensé à faire partie des entraîneurs, sélectionneurs de l'équipe sénégalaise? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aider? Sûr, on m'a déjà sollicité pour aider l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi pas dans le futur pour aider de toute façon, moi j'ai toujours été investi dans mon pays en tant que joueur. Et, j'ai toujours été à chaque fois on est en sélection avec la plus grande envie, la plus grande détermination, même si j'ai pas eu les résultats que j'espérais. Mais j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est mon pays, ça me tient à cœur. Donc pourquoi pas dans le futur apporter mon aide et mon soutien à l'équipe nationale. Merci beaucoup Mamad d'avoir répondu à toutes les questions de Marjorie et à toutes les questions de nos internautes. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de se rappeler ces belles années l'Olympique de Marseille. Et puis bonne chance pour la suite avec l'Atlético de Marseille et pour tous tes projets. Merci encore. J'espère que tu nous donneras des nouvelles de temps en temps de tout ce qui se passe. Et puis en espérant te voir aussi dans l'organigramme de l'OM. Mais ça, c'est un plaisir personnel. Merci, c'est gentil. Merci encore. Merci à nos partenaires, donc le SAD et Héros de Santé qui nous accompagnent sur cette nouvelle aventure du Salon des légendes. Et qui de mieux que Mamad pour ouvrir la première émission. C'est la légende, Graal, hein. Et tout le monde le dit, c'est la légende pour nous. Donc merci encore. Est-ce que tu as un mot à dire à tous les supporters qui te regardent? De continuer à encourager leur équipe, leur club, parce que
Aujourd'hui, sans eux, l'Olympique de Marseille n'est rien. Ce serait pas olympique. Voilà, sans eux, l'Olympique de Marseille ne serait pas l'Olympique de Marseille. Ils ont la réputation d'être le meilleur public de France et pour moi, le meilleur public d'Europe. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, si l'Olympique de Marseille a eu tous ces titres, c'est, je dirais, 90% grâce à eux. Donc, d'essayer d'apaiser un peu les tensions et de continuer à encourager leur équipe, leur club, comme ils l'ont fait depuis toutes ces années. Et puis, on espère que ça ira mieux par la suite. Ok. Merci beaucoup à Merci vous deux. beaucoup. Merci. Et à très vite donc pour une nouvelle édition du Salon des légendes sur la chaîne Twitch du Phocéen.fr. Merci beaucoup et une bonne journée à vous. À très vite.